Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités cantonales, Monsieur l'ancien recteur de l'Université de Genève, cher Camille, chers collègues, chers étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, quel bonheur de vous retrouver ce soir pour cette leçon d'ouverture du semestre de printemps. Je vais vous faire une confidence, c'est Camille qui vient de la transmettre et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Camille a fait un rêve hier soir. Elle rêvait qu'il y avait 15 personnes à la leçon d'ouverture. Et Camille m'a dit qu'elle a imaginé, qu'elle a rêvé que le recteur lui disait « Te fais pas de soucis, il y a encore 10 autres personnes qui viennent derrière. » Mesdames et messieurs, vous êtes ce soir dans cette salle 600. Vous êtes dans l'autre auditoire 300 personnes supplémentaires et malheureusement des personnes ont dû renoncer à venir, mais qu'elles se rassurent, toute cette conférence sera transmise, je crois, en direct. Elle sera évidemment aussi ensuite reportée pour que vous puissiez la revoir en différé. Un semestre de printemps qui s'ouvre presque une année, jour pour jour, après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Une année qui aura été aussi marquée par la montée des fanatismes, des intolérances à travers le monde, avec des atteintes inacceptables aux droits humains, au droit à l'éducation, dont sont privées aujourd'hui les femmes en Afghanistan, et des violences faites encore et toujours aux femmes en Iran. Une période durant laquelle notre université aura démontré, une fois de plus, sa capacité de mobilisation en faveur des populations en détresse, en accueillant plus de 100 étudiants dans le programme Horizon académique et en offrant à plus de 10 chercheuses et chercheurs un abri pour poursuivre leurs recherches à l'Université de Genève. Une période qui nous aura aussi permis de mesurer l'immense soutien dont nous bénéficions ici à Genève auprès de nombreuses fondations qui se sont immédiatement mobilisées pour nous apporter leur aide et nous aider à accueillir toutes ces personnes en détresse. Nous tenons ici à les en remercier très, très chaleureusement. Et déjà, les prochains écueils se dressent devant nous. La crise énergétique qui vient s'ajouter à la crise climatique, autant de défis auxquels notre société est confrontée et qui exigeront à l'avenir un engagement très fort de notre institution en termes de recherche, en termes d'enseignement et en termes de service à la cité. À travers toutes ces crises, à travers tous ces défis, l'Université de Genève a su maintenir le cap de l'excellence. Durant ces crises et malgré toutes ces crises, l'Université de Genève se projette encore et toujours vers l'avenir avec la conviction que si elle n'innove pas, elle va périr un peu. Et notre université n'a de cesse d'innover. Elle innove en lançant le 8 mars prochain une plateforme pour valoriser ses talents féminins, les experts de l'Université de Genève, et évidemment que Camille sera une des expertes que vous retrouverez sur cette plateforme qui sera ouverte le 8 mars prochain. Elle innove encore et toujours en participant au programme YOMA, fondé sur la science citoyenne, qui est piloté par l'UNICEF, avec le concours de notre université, pour encourager les jeunes Africains, les jeunes Africaines à trouver des solutions très concrètes aux défis climatiques. Elle innove au niveau de la recherche, évidemment, encore et toujours, en sondant les fonds du golfe du Mexique pour y analyser les sédiments laissés par un des changements climatiques les plus importants vécus par notre planète il y a de cela 56 millions d'années, et nous avertir des similitudes entre cet événement passé et le présent. Elle innove en réveillant, vous l'avez peut-être lu dans les journaux ce matin même, grâce aux travaux des biologistes des universités de Genève et de Lausanne, des cellules dormantes capables de régénérer notre cerveau et de donner des espoirs futurs pour traiter des maladies neurodégénératives. Je pourrais encore vous parler du laser qui détourne les éclairs pour protéger les infrastructures vitales, des étudiantes en sciences de l'Antiquité qui ont découvert les secrets des constructeurs romains en collaboration avec des apprentis maçons, ce qui nous permet de démontrer encore une fois et toujours à quel point le système suisse d'éducation, avec ses différentes filières, est un système très innovant et très performant. Mais je terminerai simplement en mentionnant que notre université est non seulement à la pointe de l'innovation, mais qu'elle est aussi toujours à l'écoute des besoins de la société. Elle le fait notamment en augmentant dès la prochaine rentrée le nombre de places offertes en enseignement spécialisé pour faire face, et vous le savez, à la pénurie observée à Genève en personnel formé, et ceci grâce à un budget additionnel que nous a octroyé l'État de Genève.
Mais vous n'êtes pas là pour entendre le recteur, vous êtes là pour écouter Camille Bonvin, qui va nous emmener aux confins de l'espace-temps, un voyage qui va nous faire rêver, j'en suis certain, et qui sera, j'en suis certain, accessible à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle soirée, et sans plus attendre, je passe la parole à Mme Stéphanie Jacquet, qui va vous présenter notre conférencière de ce soir. Mme Stéphanie Jacquet travaille à l'RTS auprès de la communication. Merci infiniment, Mme Jacquet, de présenter Camille, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Camille Bonvin. C'est un peu Wonder Woman. Quand je l'ai rencontrée la première fois et j'ai réalisé qu'elle avait 43 ans, j'étais évidemment épatée, surtout en apprenant qu'elle est professeure associée maintenant à l'Université de Genève depuis 2020, donc 3 ans. C'est un monde très compétitif, la physique, donc elle a réussi à obtenir un poste impressionnant. Et à côté de ça, elle a aussi eu le temps de faire 3 enfants, dont 2 sont ici, Léo et Benjamin, qui sont peut-être des futurs cosmologistes aussi. Alors, Camille Bonvin a obtenu son doctorat en cosmologie ici à l'Université de Genève en 2008. Elle a également fait un postdoc au commissariat de l'énergie atomique à Paris-Saclay. Elle a fait 4 ans à Cambridge également pour essayer de comprendre pourquoi l'univers s'étendait de plus en plus et de plus en plus vite. Elle a encore fait 2 ans au CERN avant de rejoindre effectivement l'Université de Genève. Alors, je vais lui laisser la parole. Elle va nous expliquer si Einstein a raison ou non, ni plus ni moins, aux confins de l'univers. Ça va avoir un rapport avec la relativité générale qui a été imaginée par Einstein en 1915. Donc, on est encore en train d'essayer de prouver s'il a tort ou s'il a raison. Et elle va nous parler aussi du temps et de l'espace qui subissent des distorsions dans l'univers, mais est-ce que c'est la même ou pas? Est-ce que l'énergie noire en est responsable? Est-ce que cette énergie noire existe ou non? Et pourquoi diable est-ce que l'univers s'étend toujours de plus en plus vite? Alors je laisse la parole à Camille Bonvin qui saura mieux vous expliquer tout ça que moi. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce soir pour vous parler de mon domaine de recherche qui est la cosmologie. Et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous parler un petit peu des tout grands mystères de la cosmologie moderne, qui est pourquoi est-ce que l'expansion de notre univers s'accélère. C'est une observation qui a été faite pour la première fois en 1998 et qui a complètement bouleversé notre compréhension du cosmos. En fait, c'est une observation qui était tellement étrange, tellement inattendue, que les scientifiques ont tout d'abord douté de sa validité. Ils se sont penchés sur toutes leurs hypothèses, ils les ont testées, ils ont revu chaque étape de leurs mesures, ils ont vraiment essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait avoir cloché dans leur analyse, mais ils n'ont pas trouvé d'erreur. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, on est convaincu que c'est un phénomène réel, que l'expansion de l'univers s'accélère bel et bien. On a eu entre-temps tout un tas d'autres observations qui ont confirmé cette observation initiale. En 2011, le prix Nobel de physique, il a été donné pour l'observation de l'expansion accélérée de l'univers, mais en fait, on ne sait toujours pas quel est le mécanisme qui est responsable de cette accélération. Donc, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est tout d'abord vous expliquer pourquoi c'est tellement étrange que l'expansion de notre univers s'accélère. Pourquoi est-ce que c'est une observation qui a mis le monde de l'astrophysique, le monde de la cosmologie en émoi? Et puis ensuite, j'aimerais vous expliquer un petit peu les théories qui sont capables d'expliquer cette observation. Je vous ai dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est responsable de l'accélération. En fait, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'idées, c'est plutôt parce qu'on a trop d'idées. Depuis 1998, les scientifiques s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont construit tout un tas de théories. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est, parmi toutes ces théories, laquelle est correcte, si l'une d'entre elles l'est? Et vous allez voir que ce n'est pas une question qui est anodine, parce que c'est une question qui touche vraiment au fondement de notre univers, à l'une des lois les plus fondamentales dans notre univers, qui est la loi de la gravitation. Comprendre qu'est-ce qui est responsable de l'accélération, c'est aussi forcément comprendre et tester la loi de la gravitation. Et donc, dans la deuxième partie
de cette leçon d'ouverture, j'aimerais vous discuter, vous expliquer d'un outil qu'on a développé ici dans mon groupe à l'Université de Genève qui nous permet de tester la gravitation jusqu'aux confins de l'univers. Donc, si on veut comprendre pourquoi l'expansion accélérée de l'univers est étrange, c'est bien de revenir un petit peu en arrière et puis de regarder comment les scientifiques voyaient notre univers au début du XXe siècle. Il y a 100 ans, on connaissait finalement pas grand-chose sur notre univers. On avait observé en fait tout un tas d'objets dans l'univers, on avait observé des étoiles, on avait observé des amas d'étoiles qu'on appelle des nébuleuses, mais en fait, on ne connaissait pas grand-chose sur la structure de l'univers dans son ensemble. En fait, on ne savait même pas si ces nébuleuses qu'on avait observées, elles appartenaient à notre propre galaxie ou si elles étaient en dehors de notre galaxie. Il y avait un grand débat avec des astrophysiciens qui étaient convaincus que notre galaxie constituait l'ensemble de l'univers. Et puis il y en avait d'autres qui disaient non, non, mais il doit y avoir d'autres galaxies au-delà de notre propre galaxie. Donc vous voyez, on ne savait pas grand-chose sur l'univers dans son ensemble. Et puis surtout, on ne connaissait rien sur l'évolution de l'univers. On pensait en fait que l'univers, il était statique. On pensait qu'il était immuable. On avait bien sûr vu qu'il y avait des objets qui pouvaient évoluer à l'intérieur de l'univers. On avait vu qu'il y avait des étoiles qui apparaissaient puis qui disparaissaient. Mais l'univers lui-même, il n'était pas censé évoluer. Il était juste là, il existait. Et puis, en 1915, Einstein a changé la donne parce qu'il a fini de construire sa théorie de la gravitation, la relativité générale, et il l'a appliquée à notre univers pour décrire l'évolution de l'univers. Donc tout à coup, on avait une théorie qui nous permettait de savoir comment l'univers évoluait et aussi qui nous permettait de décrire l'ensemble de l'univers, la structure de l'univers. Et là, il y a eu la première surprise, parce qu'en fait, Einstein et puis De Sitter et Friedman, quand ils ont appliqué la relativité générale à notre univers, ils se sont rendus compte que l'univers n'était pas statique. Ils se sont rendus compte que ce que les équations d'Einstein disaient, c'est soit que l'univers s'agrandit au cours du temps, soit que l'univers se contracte au cours du temps. Alors, on peut légitimement se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire un univers qui s'agrandit? Comme l'univers, c'est censé occuper tout ce qu'on connaît, dans quoi est-ce que l'univers s'agrandit? En fait, une manière de se représenter les choses, c'est de se dire que l'espace croît à l'intérieur de l'univers. L'univers, c'est vraiment l'ensemble de tout, il n'y a rien en dehors de l'univers, mais à l'intérieur de l'univers, on a une création d'espace au cours du temps. Et la conséquence de cette création d'espace, c'est que tous les points dans l'univers s'éloignent les uns des autres au cours du temps. Alors, Einstein, lui, il n'a pas beaucoup aimé les conséquences de ces équations. Il trouvait qu'un univers en évolution, en expansion ou en contraction, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment parfait. Il préférait un univers qui était immuable. Donc, il est revenu à ces équations, il les a regardées, et puis il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait rajouter une constante à ces équations, sans changer la structure de sa théorie. Et il a appelé cette constante la constante cosmologique. Et avec cette constante, en choisissant bien les conditions initiales, en choisissant bien les propriétés de l'univers, il y avait une solution qui était statique. Un univers qui ne s'agrandissait pas, qui ne se recontractait pas, qui était statique. Donc il était content. Mais en fait, il a assez vite déchanté parce que quelques années plus tard, Lemaître et Hubble, ils ont observé qu'en fait, en réalité, l'univers s'agrandit, que l'univers est en expansion. Alors comment ils ont fait ça ? Ils ont observé des galaxies autour de nous et ils ont mesuré la distance de ces galaxies par rapport à nous et la vitesse de ces galaxies par rapport à nous. Et ce qu'ils ont vu, c'est que toutes les galaxies autour de nous s'éloignent de nous. Et ils ont aussi vu que les galaxies qui sont plus lointaines s'éloignent plus vite de nous que les galaxies qui sont plus proches. Et c'est ce point-là qui les a menés à conclure que notre univers, il est en expansion. Parce qu'en fait, plus une galaxie est lointaine, plus il y a d'espace entre nous et cette galaxie. Et donc, quand l'espace grandit, plus cette galaxie va s'éloigner rapidement de nous. Alors, je vois que j'en ai perdu quelques-uns dans mon explication. Je reprends un peu plus lentement. Donc, supposons qu'à un instant, que j'appelle T1 dans notre univers, il y a une galaxie qui est située à 1 mégaparsec de nous. 1 mégaparsec, c'est une unité qu'on utilise en astronomie qui correspond à 30 milliards de kilomètres.
C'est quand même assez long. Notre univers s'agrandit, et donc, à un instant dans le futur, que j'appelle T2, il aura doublé sa taille, ce qui veut dire que cette galaxie va se trouver à 2 mégaparsecs de nous. Prenons maintenant une autre galaxie, une galaxie qui est plus lointaine. Au temps T1, elle se trouve à 3 mégaparsecs de nous. L'univers double sa taille. Au temps T2, elle va être à 6 mégaparsecs de nous. Donc vous voyez que pendant le même intervalle de temps, la galaxie qui est proche, elle s'éloigne de 1 mégaparsec, alors que la galaxie qui est 3 fois plus loin, elle s'éloigne de 3 mégaparsecs. Et donc clairement, plus les galaxies sont loin, plus elles vont s'éloigner rapidement de nous. Et donc ça, ce point-là, ça a convaincu la communauté des scientifiques que notre univers, il était en expansion, parce que ça colle parfaitement avec un univers en expansion, alors que si on se dit, oui, mais peut-être c'est les galaxies qui, pour une raison ou une autre, elles bougent, on n'a pas d'explication pour dire pourquoi les galaxies plus lointaines s'éloignent plus vite que les galaxies les plus proches. Et donc Einstein, il a aussi été convaincu, et il a abandonné sa constante cosmologique. Donc une fois que l'expansion de l'univers est établie, la question légitime qu'on se pose, c'est à quelle vitesse? Et ça, on peut y répondre avec les mesures de Hubble et de Lemaitre. Donc là, je vous montre le diagramme que Hubble il a fait en 1929. Donc Hubble a observé des galaxies. Sur ce diagramme, la Terre est ici. Et puis, pour chacune de ces galaxies, il a reporté la distance à laquelle les galaxies se trouvent et la vitesse à laquelle elles s'éloignent de nous. Et là, vous voyez bien ce que je vous disais, si on prend une galaxie qui est plus lointaine, donc qui est plus à droite sur mon graphe, elle va forcément être plus haut, donc elle s'éloigne plus vite de nous. Et en fait, Einstein, en regardant son graphe, en regardant ces points noirs, il s'est dit, en fait, ces galaxies, elles s'alignent bien sur cette droite que j'ai coloriée en bleu. Donc ça veut dire qu'on a une relation linéaire entre la vitesse et la distance. Et la pente de cette droite, ça nous donne directement la vitesse d'expansion de l'univers. Si la pente est plus raide, la vitesse est plus grande parce qu'à une certaine distance, toutes les galaxies vont s'éloigner plus vite. Si la pente est moins raide, la vitesse d'expansion est plus petite parce qu'à une certaine distance, toutes les galaxies s'éloignent moins vite. Alors, quand on voit ce graphe, on se dit que Hubble, il avait quand même pas mal d'imagination pour dire que tous ces points s'alignent sur une droite. On voit clairement une tendance, ça, il n'y a pas photo, mais de se dire que vraiment tous ces points reproduits sont bien alignés sur une droite, ce n'est pas clairement évident. Mais pour vous montrer qu'en fait Hubble avait vraiment raison, laissez-moi vous montrer en fait ce graphe-là, qui contient des mesures qui ont été collectées en 2001. Donc, comme avant, on a la distance en fonction de la vitesse. Chacun des points, des ronds, des triangles, des carrés représente une observation. Cette fois-ci, on n'a pas que des galaxies, on a aussi des étoiles, des supernovas. Et là, c'est quand même beaucoup plus clair que tous ces éléments, tous ces objets s'alignent très bien sur cette droite. Et donc, déjà juste pour faire le lien avec le graphe précédent, la partie du ciel que Hubble avait observée correspond à ce tout petit carré rose que j'ai mis en bas à gauche. Donc sans surprise, en 2001, on observe beaucoup plus loin, des vitesses beaucoup plus grandes. On a des télescopes qui sont beaucoup plus précis. Et donc là, avec ça, on peut mesurer en fait la vitesse d'expansion de l'univers et on trouve que c'est 72 km par seconde par mégaparsec. Alors c'est un petit peu barbare comme unité, mais ça veut juste dire qu'une galaxie qui est située à 1 mégaparsec de nous va s'éloigner de nous à une vitesse de 72 km par seconde. Super, on est content, mais on a envie de se dire, bon, et alors, qu'est-ce qu'on a vraiment appris avec cette mesure? En fait, on peut pousser un petit peu le raisonnement un petit peu plus loin. On peut se dire, OK, notre univers s'agrandit, on a mesuré sa vitesse d'expansion aujourd'hui. Comment c'était avant? Comment c'était dans le passé? À quelle vitesse l'univers s'agrandissait il y a 1 million d'années, il y a 5 milliards d'années, il y a 10 milliards d'années? L'univers, il a 13,7 milliards d'années. Et ce qui est génial, c'est qu'en cosmologie, on peut répondre à ce genre de questions parce qu'on a des machines à remonter le temps. Alors j'en vois qui me regardent un petit peu bizarre là dans les premiers rangs, je vous rassure, je ne parle pas de science-fiction. Ce que j'appelle une machine à remonter le temps, c'est juste un télescope. Parce qu'en fait, en cosmologie, quand on regarde loin, on regarde dans le passé. Imaginez qu'on regarde une galaxie qui émet de la lumière. Cette lumière, elle se propage jusqu'à notre télescope à une vitesse très rapide, la vitesse de la lumière, mais cette vitesse, elle n'est pas infinie. Donc forcément, la lumière met un certain temps pour aller de la galaxie jusqu'à nous. Et donc quand on reçoit la lumière aujourd'hui,
on voit la galaxie, on fait une photo de la galaxie, non pas comme elle est maintenant, mais comme elle était au moment où elle a émis sa lumière. Donc, par exemple, si on regarde une galaxie qui est située à 800 mégaparsecs, quelque chose qu'on peut tout à fait faire avec les télescopes qu'on a aujourd'hui, la lumière met quand même 3 milliards d'années pour nous parvenir. Et donc, ça veut dire que quand on fait cette photo aujourd'hui, on voit la galaxie comme elle était il y a 3 milliards d'années. Et juste pour vous faire un petit peu rêver, aujourd'hui, avec le James Webb Telescope, on est capable de voir des galaxies qui ont émis leur lumière il y a 13,5 milliards d'années. C'est quand même assez facile. OK, donc on peut utiliser ça maintenant pour mesurer la vitesse d'expansion dans le passé. Au lieu de regarder juste des galaxies qui sont proches de nous, on regarde en fait des galaxies qui ont par exemple émis leur lumière il y a 5 milliards d'années. On mesure la distance, la vitesse, et ça va nous donner la vitesse d'expansion il y a 5 milliards d'années. Puis on fait la même chose avec des galaxies qui ont émis leur lumière il y a 10 milliards d'années. Donc vous voyez qu'on peut reconstruire la vitesse d'expansion au cours du temps. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que la relativité générale, elle prédit quelque chose de bien précis. Elle prédit que l'expansion doit ralentir au cours du temps. Donc elle nous dit en fait que l'expansion dans le passé, la vitesse d'expansion dans le passé, devait être plus grande que la vitesse d'expansion qu'on a mesurée aujourd'hui. Et en fait, on peut comprendre ça intuitivement. C'est juste lié au fait qu'on a de la matière dans l'univers et que la gravitation est attractive. Donc la matière qu'on a dans l'univers aura tendance à freiner l'expansion de l'univers. C'est un peu comme si je jette une pomme en l'air. La pomme s'éloigne de moi, donc la distance entre moi et la pomme grandit. Mais comme la pomme est attirée par la Terre, la vitesse à laquelle elle s'éloigne de moi est de plus en plus petite. Et en fait, la pomme, elle va même atteindre un maximum et puis retomber sur Terre. La relativité générale, elle nous dit que la même chose se passe pour notre univers. L'univers s'agrandit, mais il s'agrandit de plus en plus lentement au cours du temps. Et peut-être, en fonction des propriétés de l'univers, on peut aussi avoir un univers qui atteint un maximum et puis qui se recontracte. Donc, en voyant ça, 2 groupes d'astrophysiciens se sont dit en 1998, testons la prédiction d'Einstein, mesurons la vitesse d'expansion dans le passé au cours du temps. Ça va nous permettre tout d'abord de savoir quelle est la masse de l'univers, combien on a de matière dans l'univers, et puis aussi de savoir le futur de l'univers. Est-ce que l'univers va s'agrandir pour toujours de plus en plus lentement, ou alors est-ce qu'à un moment il va atteindre un maximum, se recontracter, et on va finir dans ce qu'on appelle un Big Crunch. Donc, ça paraît assez facile de se dire, bon, on mesure la vitesse et la distance, mais en fait, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que mesurer des distances en cosmologie, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mesurer des vitesses, c'est relativement facile, mais mesurer des distances, c'est compliqué. On ne peut clairement pas sortir une règle et puis mesurer la distance des galaxies qui sont loin de nous. Donc, il faut une méthode. Et ces groupes d'astrophysiciens, ils se sont dit, utilisons pour mesurer la distance des supernovas. Les supernovas, c'est des étoiles qui sont massives, en fin de vie, qui s'effondrent sur elles-mêmes et qui explosent en émettant une quantité énorme de lumière. En fait, une supernova, à son pic d'explosion, elle émet autant d'énergie qu'un milliard de soleils. Et ça, c'est hyper important parce que tout d'abord, ça nous permet de voir ces objets extrêmement loin. Comme ils sont tellement brillants, même si c'est un seul objet, on peut en fait les voir très très loin et mesurer la distance extrêmement loin. Et puis l'autre chose qui est cruciale, c'est qu'il y a une classe de supernovas, pas toutes les supernovas, mais une classe qu'on appelle le type 1A, qui ont la propriété d'émettre toute la même quantité d'énergie en explosant. Et ça, c'est la propriété qui nous permet en fait de mesurer la distance de ces supernovas. Donc pour comprendre comment ça marche, imaginez que vous êtes seul dans une pièce complètement noire, vous n'y voyez rien du tout. Et puis on allume des ampoules un petit peu partout. Et on vous dit, trouvez la distance entre ces ampoules et vous. Si vous ne savez pas combien d'énergie l'ampoule émet, vous n'avez aucun moyen de faire ça correctement. Si vous voyez une ampoule qui est faible, elle peut tout à fait être très proche de vous et émettre très peu de lumière, ou alors elle peut être extrêmement brillante, mais en fait loin de vous, de manière à ce que vous la voyez très faible. Il n'y a aucun moyen de distinguer les deux cas. Par contre, si je rajoute une information, je vous dis toutes les ampoules émettent à 60 watts, alors là, votre tâche, elle est facile. Vous les classez simplement en fonction de la brillance. La plus brillante, c'est la plus proche. La moins brillante, c'est la plus lointaine.
Les supernovas, c'est exactement la même chose. C'est comme des ampoules à 60 watts qui sont distribuées un tout petit peu partout dans l'univers. Et en fait, on ne les appelle pas des ampoules, mais on leur a donné le joli nom de chandelles standards. Et donc, ces groupes d'astrophysiciens, ils se sont dit, utilisons ces chandelles standards pour mesurer la distance. On mesure aussi la vitesse et on va pouvoir reconstruire la vitesse d'expansion au cours du temps. Donc, il y avait 2 groupes menés par Perlmutter et Riss. Chacun ont mesuré la vitesse d'expansion avec une 40aine de supernovas. Et là, ça a été la grande surprise parce qu'ils ont trouvé que, contrairement à ce qu'on prédisait, la vitesse d'expansion s'agrandit au cours du temps. Donc, l'expansion, en fait, était plus petite dans le passé qu'elle est aujourd'hui. En fait, pour être plus précis, ce qu'on a trouvé, c'est que durant les 8 premiers milliards d'années de l'évolution de l'univers, tout se passe comme prévu. La vitesse d'expansion, elle décroît au cours du temps. Et puis, autour de 8-9 milliards d'années après le début de l'univers, tout à coup, l'expansion de l'univers se met à s'accélérer. Donc, si je reprends l'exemple de ma pomme, c'est comme si je lance ma pomme en l'air. Au début, elle ralentit en s'éloignant de moi. Puis, quand elle atteint une certaine hauteur, tout à coup, elle se met à s'accélérer loin de moi, comme si elle avait un moteur. Et donc, la grande question qu'on se pose, c'est quel est le moteur de l'univers? Et ça, c'est une question, en fait, qu'on se pose depuis 25 ans. Qu'est-ce qui fait que l'univers se comporte de manière tellement étrange? Alors, en fait, les scientifiques ont, durant ces 25 années, élaboré tout un tas de théories pour pouvoir expliquer pourquoi l'univers se comporte comme ça. J'ai fait ici une petite compilation. Il y a des noms assez jolis comme Einstein Ether, quintessence K-essence. Et si on regarde ces théories, en fait, on peut les classifier en 2 groupes. Il y a ici, en rouge, des théories où on rajoute dans l'univers une nouvelle forme d'énergie. On ne sait pas ce que c'est, on ne l'a jamais vu, alors on l'appelle énergie sombre. Et cette énergie sombre, elle a des propriétés bien particulières qui font s'accélérer l'expansion de l'univers. La deuxième possibilité, c'est de se dire peut-être en fait que la gravitation ne se comporte pas telle qu'on le pensait à très grande distance. Peut-être qu'Einstein avait tort, et donc toutes ces autres théories, c'est des théories qui modifient les lois de la gravitation. Et dans ces théories, c'est la gravitation elle-même qui est responsable de l'expansion accélérée. Alors regardons les choses un tout petit peu plus en détail. Donc pour l'énergie sombre, en fait, pour que cette énergie, qui est complètement différente de la matière qu'on connaît, fasse s'accélérer l'expansion de l'univers, elle doit avoir des propriétés très particulières. Et en fait, une propriété importante, c'est qu'elle ne doit pas se diluer, ou alors juste très peu, au cours de l'expansion de l'univers. Et ça, c'est complètement différent de la matière ordinaire. La matière ordinaire, clairement, elle se dilue au cours de l'expansion. Si je prends un petit volume d'univers, 1 mètre cube d'univers, j'y mets 3 pommes. Quand l'univers s'agrandit, mon volume va grandir, donc au bout d'un certain temps, j'aurai 10 mètres cubes, mais dans ces 10 mètres cubes, j'aurai toujours 3 pommes, parce que l'expansion de l'univers ne va pas créer des nouvelles pommes. Donc ça veut dire que la quantité de pommes par unité de volume, elle décroît au cours du temps. L'énergie sombre, elle se comporte de manière complètement différente. En fait, quand le volume d'univers croît, la quantité d'énergie sombre croît aussi proportionnellement. Et ça fait s'accélérer l'expansion de l'univers, parce qu'on a cette énergie sombre, elle fait grandir l'univers. Quand l'univers grandit, ça crée encore plus d'énergie sombre. Donc du coup, ça fait s'agrandir l'univers encore plus vite, ce qui veut dire qu'on a encore plus d'énergie sombre. Donc on voit automatiquement qu'on en vient à un univers qui est en expansion accélérée. Donc on a tout un tas de théories d'énergie sombre. En fait, ironiquement... ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'on peut calculer combien d'énergie sombre on a dans notre univers. Et puis, on se rend compte qu'on a en fait 70% du contenu de l'univers qui est sous forme d'énergie sombre. Donc ça vous montre aussi pourquoi les cosmologistes étaient tellement en émoi quand ils ont vu cette observation. Ce n'est pas qu'on rajoute un tout petit peu d'énergie sombre dans un petit coin de l'univers caché quelque part. C'est vraiment que la grande majorité de l'univers, elle est en fait sous une forme qu'on ne connaît pas. Et en fait, cette énergie sombre, elle doit être absolument partout, elle remplit tout l'univers pour pouvoir faire s'accélérer l'expansion de l'univers. Donc les différents modèles d'énergie sombre qu'on a, ironiquement, la plus simple,
c'est la constante cosmologique qu'Einstein avait rajoutée puis ensuite enlevée de ses équations. Si on reprend cette constante cosmologique, qu'on lui donne exactement la bonne valeur, alors on peut avoir un univers qui commence à s'accélérer 8 milliards d'années après son début. Le problème, c'est que ce n'est pas hyper satisfaisant, parce que bon, on a rajouté une constante, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas vraiment pourquoi elle a exactement la valeur qu'elle doit avoir pour reproduire les observations. Donc, on n'est pas hyper satisfait, on cherche quand même un peu au-delà. Et là, il y a tout un tas d'autres modèles qui ont été proposés, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients par rapport à l'énergie sombre. La deuxième possibilité, la deuxième classe de théories, c'est les théories qui vont au-delà de la relativité générale, au-delà d'Einstein. Donc, dans cette classe de théories, on n'a pas d'énergie sombre, on a juste la matière et les photons, la radiation, mais en fait, on modifie les lois de la gravitation. Et donc, c'est la gravitation elle-même qui est responsable de l'accélération. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, la relativité générale, ça fait quand même 100 ans qu'on la teste, elle a passé tout plein de tests avec énormément de précision. Comment est-ce que c'est possible de la modifier? Est-ce qu'on a vraiment le droit de la modifier? Ce que je vous réponds, c'est oui, elle a passé plein de tests, mais ces tests, en fait, ils ont été faits à petite distance par rapport à la taille de l'univers. En fait, on a testé la relativité générale sur Terre, on l'a testé autour de la Terre, dans le système solaire, même au-delà du système solaire. Mais pour pouvoir expliquer l'expansion accélérée de l'univers, il faut en fait modifier la gravitation, non pas à ces petites distances, mais vraiment à l'échelle de l'univers. Et donc, le jeu, c'est en fait de construire des théories qui ont des lois complètement différentes à l'échelle de l'univers, tout en reproduisant ce que la relativité générale reproduit à l'intérieur du système solaire, là où on a tous ces tests. Et ça, c'est en fait assez compliqué. Ce n'est pas évident d'arriver à faire ça, mais les cosmologistes sont ingénieux, et donc ils ont trouvé tout un tas de solutions qui marchent. Donc vous voyez, cette observation de l'expansion accélérée de l'univers, elle a vraiment remis en question les fondements de l'univers. À cause de cette observation, on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a dans notre univers, on ne sait pas si on a de l'énergie sombre ou pas, et on ne sait même pas quelles sont les lois de la gravitation. Et donc, un des buts de ma recherche, ici à l'Université de Genève, c'est en fait de tester ces paradigmes. On a deux paradigmes qui sont capables tous les deux d'expliquer les observations, mais qui sont fondamentalement différents. Rajouter de l'énergie ou modifier les lois de la gravitation, ça n'a rien à voir. Et donc, la question, c'est comment on fait pour savoir lequel de ces mécanismes est correct. Et ce qu'on fait ici, à l'Université de Genève, avec mon groupe, c'est de chercher des moyens de discriminer ces deux classes de théorie. Donc, de chercher des propriétés qui sont en fait différentes dans ces deux classes de théorie, qu'on peut confronter avec les observations. Et donc, les observations vont nous dire « Ah, c'est cette classe qui est correcte » ou alors « Non, c'est cette classe qui est correcte. Einstein avait tort ou Einstein avait raison. » Donc, ce que j'aimerais faire dans cette deuxième partie de cette leçon, c'est de vous parler d'un test qui va pouvoir être appliqué avec les missions à venir, comme DESI, Euclide, le SKA, que j'ai développé durant ces 10 dernières années avec tout un tas de collaborateurs à l'international et aussi avec mon groupe ici à l'Université de Genève. Et ce test, il consiste à mesurer la distorsion du temps et puis à comparer ça avec la distorsion de l'espace. Donc, avant de venir à ce test, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la distorsion du temps, la distorsion de l'espace, laissez-moi vous expliquer un tout petit peu comment la relativité générale, elle marche. Donc à l'école, on a tous appris que la gravitation, c'est une force qui est attractive. On a la théorie de Newton qui nous dit qu'on a une force universelle qui s'applique entre tous les objets massifs qu'on a dans l'univers et qui les attire les uns contre les autres. Cette force, elle est responsable de la pomme qui tombe sur Terre, elle est responsable du mouvement des planètes autour du Soleil, elle est aussi responsable de la formation des structures, de la formation des planètes, de la formation des étoiles, de la formation des galaxies. La relativité générale, elle marche de manière différente, en fait. Selon la relativité générale, la gravitation, ce n'est pas une force, mais c'est une déformation de l'espace et du temps. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, on peut s'imaginer notre univers comme une grande nappe souple. Et quand on a de la masse dans l'univers, par exemple, on a la Terre, cette Terre, elle va en fait déformer cette nappe. Elle va créer ce que nous, physiciens, on appelle un puits gravitationnel.
Quand on a ensuite des objets dans l'univers, ils vont ressentir cette déformation de l'espace. Si on a une pomme, par exemple, elle va bouger, puis tout à coup, elle va sentir la présence du puits, elle va tomber dedans. Donc, dans la relativité générale, le fait que la pomme tombe sur Terre, ce n'est pas dû à une force, mais c'est dû à cette déformation de l'espace. On peut aussi expliquer avec la relativité générale le mouvement des planètes. Si on a une planète qui bouge par rapport au Soleil, cette planète, elle ne peut pas bouger en ligne droite parce qu'elle sent la présence de ce puits gravitationnel, donc elle est coincée dans le puits gravitationnel et donc elle va en fait tourner autour du Soleil. Donc la relativité générale, elle est capable d'expliquer, d'une manière complètement différente, mais d'expliquer les phénomènes qui étaient expliqués par la théorie de Newton. Ce qui est fantastique, c'est que la relativité générale, elle explique aussi d'autres choses, d'autres phénomènes qui n'existent pas dans la théorie de Newton. Et l'un d'entre eux, c'est la distorsion du temps. La relativité générale nous dit que quand on a une masse qui déforme l'univers, il n'y a pas seulement l'espace qui est déformé, mais il y a aussi le temps qui est déformé. En fait, elle nous dit que le temps passe plus lentement dans un puits gravitationnel sur Terre que hors du puits gravitationnel. Alors, si vous avez vu le film Interstellaire, cette notion, elle ne vous est pas inconnue. Si vous vous rappelez, il y a Cooper qui se balade dans l'univers. À un moment, il se retrouve sur une planète proche d'un trou noir qui s'appelle Gargantua. Et en fait, il y a une distorsion énorme du temps, ce qui fait que quand 1 heure passe pour Cooper sur sa planète, il y a en fait 7 ans qui passent pour quelqu'un qui est resté sur Terre, pour sa fille en l'occurrence. Donc quand Cooper il quitte sa planète après 7 heures, sa fille, lui a vieilli de 7 ans et sa fille, elle a vieilli de 49 ans. Et donc à la fin du film, quand il retrouve sa fille, elle est en fait plus vieille que lui. Donc, quand vous avez vu ce film, vous vous êtes peut-être dit que c'était de la science-fiction. En fait, non, ce n'est pas de la science-fiction. La distorsion du temps, elle est prédite par la relativité générale et elle a été mesurée. On a pu mesurer en fait des différences de passage du temps entre une montre qui se retrouve sur Terre, au fond de ce puits gravitationnel, et puis une montre qui est dans un avion qui est un peu plus haut dans le puits gravitationnel. Donc, le temps ne passe pas à la même vitesse. Alors, bien sûr, ce n'est pas des distorsions gigantesques comme dans le cas du trou noir, c'est des toutes petites distorsions de l'ordre de la nanoseconde, mais on a des montres suffisamment précises pour avoir pu mesurer ça. Et en fait, cette distorsion du temps, elle est même prise en compte dans un système que vous utilisez tous les jours, le GPS. Pour que le GPS marche, on doit en fait prendre en compte dans nos calculs le fait que le temps sur Terre et le temps dans les satellites ne passent pas à la même vitesse. Donc ça, c'était un grand succès de la relativité générale, non seulement d'expliquer les choses qu'on avait déjà vues, mais aussi de prédire des choses qui étaient inconnues. Et en fait, ces prédictions, elles ont été confirmées par les observations. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, comme on sait que la relativité générale, c'est la bonne théorie, pourquoi est-ce qu'on continue d'étudier Newton à l'école? C'est parce qu'en fait, si on regarde des petites distances, la théorie de Newton et la relativité générale, elles prédisent exactement la même chose. Si je veux décrire le mouvement d'une pomme qui tombe de l'arbre par terre, je peux, si j'ai envie, utiliser la relativité générale, mais ça va être un peu trop de calcul pour trouver exactement la même chose que la théorie de Newton. Par contre, si on va à grande distance, quand on regarde des grandes distances, là, la relativité générale et la théorie de Newton, elles diffèrent. Donc si on veut décrire l'univers, clairement, on doit utiliser la relativité générale. OK, donc maintenant que vous savez tous très bien comment la relativité générale marche, revenons à nos moutons. Donc je vous rappelle, ce qu'on voulait, c'était de comparer, de faire la différence, en fait, entre un univers qui serait gouverné par la relativité générale, dans lequel on aurait de l'énergie sombre, et un univers où on aurait juste de la matière et de la lumière, pas d'énergie sombre, mais dans lesquels les lois de la gravitation seraient différentes. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, la méthode qu'on va utiliser, c'est en fait de comparer la distorsion du temps et la distorsion de l'espace. Et on fait ça parce que la relativité générale, elle prédit que si on regarde la distorsion du temps et la distorsion de l'espace générées par des galaxies ou des ensembles de galaxies, alors elles sont les mêmes. Par contre, si on a une théorie modifiée de la gravitation, de manière très générale, la distorsion du temps et la distorsion de l'espace sont différentes. Parfois, la distorsion du temps est plus grande que la distorsion de l'espace. Dans d'autres théories, la distorsion de l'espace est plus grande que la distorsion du temps, mais en général, elles ne sont pas les mêmes.
Alors, ce n'est pas un théorème, hein, c'est tout à fait possible de construire une théorie différente telle que les deux distorsions sont les mêmes, mais c'est des cas particuliers. Il faut travailler un petit peu pour que ça se passe comme ça. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que si on mesure ces deux types de distorsions, qu'on trouve qu'elles sont différentes, alors ça veut dire qu'Einstein avait tort et que la gravitation est quelque chose d'autre aux confins de l'univers. Si par contre on trouve que les deux distorsions sont les mêmes, alors Einstein a passé un nouveau test avec grand succès. On n'est toujours pas sûr que c'est la bonne théorie, hein, parce qu'il y en a d'autres, comme je l'ai dit, qui peuvent aussi expliquer ces mêmes observations, mais on peut quand même pas mal faire le ménage, parce qu'on peut mettre de côté toutes les théories qui nous disent que ces deux distorsions, elles sont différentes. Comment on fait en pratique pour mesurer la distorsion du temps, la distorsion de l'espace et les comparer? Ce qu'on peut faire avec les données qu'on a maintenant, ce qu'on a déjà fait, c'est en fait de mesurer la somme de la distorsion de l'espace et de la distorsion du temps, au travers d'une méthode qu'on appelle le lentillage gravitationnel. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça marche, le lentillage gravitationnel, parce que ça prendrait en fait 1 heure juste pour ce sujet. Mais je vais juste brièvement vous expliquer l'idée derrière. Supposons qu'on regarde une galaxie loin de la Terre, et entre la galaxie et la Terre, il y a un ensemble de galaxies qui crée une distorsion de l'espace et une distorsion du temps. La lumière va se propager et en fait, elle va sentir cette distorsion et du coup, ça va modifier sa trajectoire. Et en fait, ce changement de direction, on peut calculer, on peut montrer qu'il est proportionnel à la distorsion de l'espace plus la distorsion du temps. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est très intuitif. Hein. Se dire que la distorsion de l'espace change la trajectoire de la lumière, ça, on arrive assez bien à comprendre. On peut faire l'analogie avec le verre que vous avez dans vos lunettes, par exemple, qui change la trajectoire de la lumière. Que la distorsion du temps change aussi la trajectoire de la lumière, ça, c'est vraiment pas évident à comprendre. Il faut en fait faire le calcul. Et si on fait le calcul, si on calcule la trajectoire, on voit que c'est vraiment les deux qui comptent. Et donc, on a des méthodes pour mesurer ce changement de trajectoire, ce lentillage gravitationnel. On a en fait tout un tas de missions qui ont été capables de le faire, qui ont donné des mesures précises de la distorsion de l'espace plus la distorsion du temps. Donc ça, c'est absolument fabuleux en soi, c'est des mesures qui sont vraiment extraordinaires, mais ça ne permet pas de faire le test que je veux faire, parce qu'on a mesuré la somme des deux, on ne peut pas savoir si l'un est plus grand que l'autre ou non. Donc il faut une deuxième mesure. Et ça, c'est ce qu'on fait avec mon groupe à l'Université de Genève. Donc on a en fait développé une méthode pour mesurer la distorsion du temps. Une fois qu'on aura cette mesure, on va pouvoir faire le test. Parce que si on trouve que la distorsion de l'espace plus du temps, qu'on a déjà mesurée, est égale à 2 fois la distorsion du temps, qu'on va mesurer avec cette méthode, alors ça veut dire que la distorsion du temps et la distorsion de l'espace sont les mêmes. Et donc, Einstein a passé un nouveau test avec succès. Si par contre, dans cette comparaison, on voit que la somme est soit plus grande que 2 fois la distorsion du temps, soit plus petite que 2 fois la distorsion du temps, alors les deux sont nécessairement différentes, et ça veut dire qu'Einstein avait tort. Comment on fait pour mesurer la distorsion du temps? On a en fait 2 méthodes. La méthode la plus intuitive, la première méthode, c'est en fait de comparer directement le temps entre 2 montres qui sont situées à différents endroits dans un puits gravitationnel. Donc, par exemple, le temps qui passe sur Terre et le temps dans un avion un peu plus haut dans ce puits gravitationnel. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Vous voyez quand même que c'est une méthode qui est très limitée parce qu'elle marche seulement dans les endroits où on peut envoyer une montre. Donc clairement, on ne peut pas envoyer une montre dans toutes ces galaxies lointaines pour comparer le passage du temps. Donc pour le test qui nous intéresse, ça ne marche pas. Heureusement, il y a une deuxième méthode qui a été proposée par Eddington en 1924 qui consiste à utiliser la couleur de la lumière. Donc comme vous l'avez certainement observé, la lumière, elle se présente sous différentes couleurs. Et en fait, la couleur de la lumière, elle est liée à la fréquence de l'onde. Donc on peut se représenter la lumière comme une onde qui voyage dans l'univers. Et comme pour n'importe quelle onde, comme pour n'importe quelle vague, on peut lui associer une fréquence qui est liée à l'intervalle de temps entre 2 passages, entre le passage de 2 crêtes successives. Et plus cet intervalle de temps il est grand, plus dans le spectre visible la lumière elle va être rouge, plus l'intervalle de temps est petit, plus la lumière elle va être bleue. Alors en quoi ça nous permet de mesurer la distorsion du temps? Imaginez que vous regardez une galaxie qui est située au fond d'un puits gravitationnel. Le passage du temps
au fond du puits sera plus lent que hors du puits. Donc quand 1 heure, par exemple, passe au fond du puits, 2 heures va passer pour l'observatrice qui est sur Terre. Donc si cette galaxie, elle émet de la lumière, avec une fréquence telle que le passage du temps entre 2 crêtes est de 1 femtoseconde, donc un tout petit morceau de seconde, quand l'observatrice reçoit cette onde de lumière, comme le temps ne passe pas à la même vitesse, cette fois-ci, le temps entre 2 crêtes de l'onde va être de 2 femtosecondes. Donc le temps est plus grand, ce qui veut dire que la lumière est plus rouge. Donc graduellement, quand la lumière sort de ce puits gravitationnel, elle devient de plus en plus rouge. Et plus la distorsion du temps est grande, plus le rougissement va être grand. Donc en fait, en mesurant le rougissement, on a une manière de mesurer la distorsion du temps. Et ça, c'est une méthode qui est fantastique parce que c'est une méthode qu'on peut utiliser partout. On n'a pas besoin d'envoyer des montres, on regarde juste la lumière qu'on reçoit, on regarde combien elle rougit et on utilise ça pour mesurer la distorsion du temps. Donc cette méthode, elle a déjà été utilisée, en fait, tout d'abord par Adams en 1925, qui a mesuré une distorsion du temps pas très précisément, et puis ensuite, de manière vraiment précise, par Popper en 1954. Ils ont regardé la distorsion du temps liée à des objets particuliers qu'on appelle des naines blanches. C'est en fait des étoiles qui sont très compactes. Et ils ont trouvé que la distorsion du temps qui était prévue, elle était en accord avec les prédictions de la relativité générale. Ce qu'on veut faire avec mon groupe, c'est d'utiliser cette méthode pour mesurer la distorsion du temps à très grande échelle. Donc on n'est pas intéressé à la distorsion du temps due à une seule étoile ou même pas à une seule galaxie. On veut mesurer la distorsion du temps due à un ensemble de milliers de galaxies. On s'intéresse à des puits gravitationnels qui ont une très très grande extension. Donc pour vous donner une idée, une extension de 50 mégaparsecs, donc ça veut dire 1000 milliards de kilomètres, ou si on veut parler en termes d'années-lumière, 100 millions d'années-lumière, parce que c'est vraiment à ces échelles-là qu'on essaye de tester la gravité et qu'on veut savoir si on a des déviations ou non de la relativité générale. Le problème, si on veut faire cette mesure, c'est qu'on se rend compte assez rapidement que la distorsion du temps, ce n'est pas le seul effet qui fait rougir la lumière. Il y a en fait 2 autres effets qui sont beaucoup plus grands que la distorsion du temps, qui font aussi rougir la lumière. Le premier effet qui fait rougir la lumière, c'est l'expansion de l'univers. Je vous ai dit au début de cette leçon que quand l'univers s'agrandit, la distance entre n'importe quel point dans l'univers s'agrandit. Et ça marche aussi pour l'onde de lumière. Donc ça veut dire qu'à cause de l'expansion de l'univers, la distance entre 2 crêtes de l'onde va s'agrandir. Et donc, à cause de l'expansion, la lumière va devenir en fait de plus en plus rouge. Et plus l'objet qu'on regardait loin, plus l'expansion va rendre la lumière rouge. Donc, à quel point la lumière rougit dépend de la distance à laquelle les objets sont, mais pour les objets qui nous intéressent, typiquement, cet effet il est 10 000 fois plus grand que l'effet que je veux mesurer. Le deuxième problème, le deuxième effet qui fait rougir la lumière, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est un effet que vous connaissez tous certainement. Vous ne le connaissez peut-être pas pour la lumière, mais je pense que vous le connaissez pour le son. Si vous avez entendu une ambulance qui a une sirène, vous avez certainement remarqué que quand l'ambulance arrive proche de vous, le son de la sirène est plus aigu que quand l'ambulance s'éloigne de vous. Donc la vitesse de l'ambulance, la vitesse de l'émetteur change la fréquence du son. Exactement la même chose se passe en fait pour la lumière. Si la galaxie qui émet la lumière s'approche de vous, la lumière va vous apparaître plus bleue, alors que si la galaxie s'éloigne de vous, la lumière va vous apparaître plus rouge. Le rougissement et le bleuissement de la lumière dépendent bien sûr de la vitesse à laquelle la galaxie bouge, mais de nouveau, typiquement, pour les objets qui nous intéressent, cet effet il est beaucoup plus grand que l'effet dû à la distorsion du temps. Il est typiquement 100 fois plus grand que l'effet dû à la distorsion du temps. Et donc, si on veut pouvoir appliquer ce test, il nous faut une manière de faire la différence entre ces effets, parce que quand on mesure le rougissement de la lumière, on mesure forcément le rougissement total, la somme du rougissement dû à l'expansion, plus l'effet des vitesses, plus l'effet qui nous intéresse. Et nous, on veut mesurer ce tout petit effet qui est 10 000 fois plus petit que les autres effets. Donc, ce qu'il faut, c'est un moyen de différencier ces effets, de faire la différence pour pouvoir utiliser la distorsion du temps. Et donc, avec mon groupe, on a imaginé la méthode suivante.
Donc on s'intéresse à ces grands puits gravitationnels avec des milliers de galaxies. Et dans ces puits, on choisit 3 galaxies. Une au fond du puits, une un peu en haut du puits devant, plus proche de l'observatrice, et un en haut du puits derrière. Et on compare le rougissement de ces différentes galaxies. Si on fait ça, on se rend compte assez rapidement qu'on peut éliminer le rougissement dû à l'expansion. Parce qu'en fait, les 3 galaxies vont être affectées de la même manière par l'expansion. Soit ce puits, il est proche de nous, et donc le rougissement, il est petit. Soit ce puits, il est très loin de nous, donc le rougissement, il est énorme. Mais dans tous les cas, il est le même pour les 3 galaxies. Donc si on fait la différence de rougissement, on se débarrasse de cet effet qui, je vous le rappelle, est jusqu'à 10 000 fois plus grand que celui qu'on veut mesurer. Donc on a déjà bien travaillé. Ensuite, si on regarde l'effet Doppler, l'effet des vitesses, prenons la galaxie qui est derrière le centre. Cette galaxie, elle sent la déformation de l'espace, et donc son mouvement naturel, ça va être de tomber au fond du puits. Et en faisant ça, en tombant au fond du puits, vous voyez que cette galaxie, elle se rapproche de l'observateur. Donc en fait, ce mouvement va faire bleuir la lumière. Si on regarde par contre la galaxie qui est devant, elle va aussi tomber vers le fond du puits, mais cette fois-ci, en faisant ça, elle s'éloigne de l'observateur. Donc sa lumière, elle va rougir. Regardons maintenant la distorsion du temps. La distorsion du temps, elle est liée au fait que la lumière doit s'échapper de ce puits. Donc si on prend la galaxie qui est devant, la lumière, elle sort, donc clairement, elle rougit. Si on regarde la galaxie qui est derrière, c'est un petit peu plus compliqué, parce que la trajectoire, c'est d'abord de rentrer dans le puits et puis ensuite de sortir du puits. Mais au total, quand même, la lumière, elle a dû s'échapper du puits. Donc au total, en fait, elle va aussi rougir. Et donc on a une différence de symétrie entre l'effet Doppler et puis l'effet dû à la distorsion du temps. L'effet Doppler, l'effet des vitesses, nous dit la galaxie devant rougit, la galaxie derrière bleuit, alors que l'effet dû à la distorsion du temps nous dit les 2 galaxies rougissent. Et ça, c'est génial parce que ça nous donne une manière de séparer les effets. En gros, si on fait la somme du rougissement devant, derrière, du changement de couleur, disons devant, derrière, on élimine l'effet Doppler parce que d'un côté ça rougit, de l'autre côté ça bleuit, donc la somme, la lumière, elle ne change pas de couleur. Par contre, en faisant la somme, on amplifie l'effet dû à la distorsion du temps parce que 2 fois la lumière rougit. Et donc, en utilisant ça, on peut en fait isoler la distorsion du temps. Alors en pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On ne fait pas juste des sommes et des différences. On doit combiner en fait ces triplettes de galaxies d'une manière un peu intelligente. Mais l'idée, c'est la bonne, c'est celle que je vous ai dit. On combine les choses de manière à nous débarrasser des effets qui ne nous intéressent pas et à mesurer l'effet qui nous intéresse. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, est-ce que ça marche? Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec les données qu'on a là, maintenant, cette mesure, elle n'est pas possible, parce que l'effet, il est quand même tout petit. Et en fait, il est plus petit que les incertitudes qu'on a dans nos mesures. Donc on n'est pas capable de voir l'effet. Mais avec les missions à venir, on va être capable de mesurer cet effet. Et quand je dis à venir, je ne parle pas de dans 100 ans, je parle vraiment de tout bientôt. Parce qu'en fait, on a par exemple cette mission qui s'appelle DAISY, qui est une mission qui est installée aux États-Unis, qui a déjà commencé à prendre des données. Pendant que je vous parle, elle regarde le ciel, elle collecte les positions des galaxies, les rougissements de la lumière des galaxies. Et donc très bientôt, dans les mois à venir, on va être capable d'appliquer cette méthode pour la première fois en pratique. Et puis, on a aussi ce satellite Euclide qui va être envoyé dans l'espace, un satellite de l'Agence spatiale européenne. Il va être envoyé dans l'espace cet été, en juillet 2023. Il va commencer à prendre des données. Et là aussi, on va pouvoir appliquer cette méthode. Et finalement, si on regarde un petit peu plus dans le futur, on a le Graal, qui est le SKA, qui est en fait une mission radio, qui va déjà commencer à être construit, mais va commencer à prendre des données dans 6-7 ans, et qui va observer en fait une énorme partie du ciel et une énorme quantité de galaxies. Et donc, avec le SKA, on va vraiment pouvoir appliquer cette méthode et mesurer très, très précisément la distorsion du temps. Donc, tout bientôt, on va être capable de mesurer la distorsion du temps, comparée avec les mesures de la distorsion du temps plus de l'espace, et savoir si Einstein avait raison jusqu'aux confins de l'univers.
Je m'arrête là, je vous remercie. Bravo. C'est fascinant, non? C'est fascinant. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a quand même votre cœur qui balance pour l'une ou l'autre des théories? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est pas facile à répondre. Je crois que finalement, c'est les observations qui doivent déterminer. Parce que la théorie d'Einstein, elle est magnifique. On n'a pas tellement envie de montrer qu'il avait tort. D'un autre côté, si on montre qu'il avait tort, c'est extrêmement excitant. Je crois qu'à la fin, il faut vraiment suivre les observations. C'est les observations qui vont nous dire c'est Einstein qui a raison ou Einstein qui a tort. Mais au fond de vous-même, il n'y a pas quelque chose qui vous dit qu'il y a peut-être quand même l'un ou l'autre, parce que vous étudiez ça depuis tellement longtemps à la fois. Mais il y a tout un tas de théories, il y en a qui ont des avantages d'un certain côté, qui ont des inconvénients de l'autre. Donc, si votre question c'est est-ce qu'il y a une théorie qui ressort du lot, où on se dit « Ah, ça, c'est la bonne, je vais pour celle-là » Non, il n'y en a pas pour l'instant, je crois. Ah, vraiment pas, ouais. Donc, Elle doit être inventée, je motive les jeunes générations. Le suspense est dense. Le suspense est dense. On a vu dans l'actualité, vous étiez hier soir au Téléjournal notamment pour évoquer cela, qu'il y a des personnes qui ont réussi à observer des galaxies extrêmement lointaines, donc proches du Big Bang, mais qui étaient beaucoup trop massives par rapport à ce qu'on s'attendait. Et que ça paraît être une énigme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a un rapport avec vos recherches? Alors, tout d'abord, ce que je pense, c'est que ces observations, elles doivent être confirmées. Parce que, pour l'instant, on a mesuré avec une certaine méthode la masse et la distance, et c'est possible qu'on ait fait des erreurs. Donc, en fait, on doit attendre ce qu'on appelle des données spectroscopiques qui prennent vraiment le spectre de ces galaxies, qui vont permettre de mesurer précisément, beaucoup plus précisément, la distance et la masse, pour être sûr qu'elles sont réellement aussi loin et aussi massives que cette étude le montre. Donc ça, c'est le premier pas. Si l'observation, elle est confirmée, alors on peut commencer à se poser des questions. Donc une possibilité, ça serait quelque chose qui a finalement rien à voir avec la cosmologie, qui est que la manière dont les galaxies se forment est différente de ce qu'on pense. L'autre possibilité, si en fait on comprend vraiment bien la manière dont les galaxies se forment, qu'elles se forment selon nos modèles, alors l'autre possibilité, c'est qu'on ne comprend pas bien l'histoire de l'expansion de l'univers. Donc là, ça a un rapport avec ce que je fais. Donc ça ouvre, cette observation est très intéressante parce qu'elle ouvre en fait des questions un peu dans tous les domaines. Mais concrètement, elle ne va pas tellement dans le sens des observations que vous menez, c'est quand même quelque chose de différent. C'est quand même quelque chose d'un peu différent, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est intéressant pour la cosmologie, aussi pour l'astrophysique. Pour les gens qui travaillent sur la matière noire, peut-être que ça veut dire que la matière noire, c'est quelque chose de différent. Donc, mais ce n'est pas exactement ce que moi je fais. Non. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Parce que moi, j'en ai plein, hein, mais je vais vous laisser poser des questions. Alors, au premier rang, enfin au deuxième rang, je vais te ramener mon... Ah non, il y a un micro là. Merci. Si j'en crois votre slide, vivement demain, on pourra faire un peu de ménage dans toutes ces théories. Quand on aura ces observations qui vous sont nécessaires, à quel point on va pouvoir faire le ménage? Est-ce que vraiment on va pouvoir déterminer très précisément un tout petit groupe de théories qui sont intéressantes ou c'est juste quelques-unes finalement qui vont tomber? Alors ça dépend de ce qu'on trouve. Donc si on trouve par exemple une distorsion de l'espace qui est différente de la distorsion du temps, on fait vraiment extrêmement bien le ménage parce qu'en fait, toutes les théories qui reposent sur la relativité générale et qui rajoutent de l'énergie sombre, on va en fait pouvoir les balayer. Donc là, on a vraiment fait un pas en avant extrême. Si on trouve qu'elles sont les mêmes, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on va trouver qu'elles sont les mêmes dans certaines barres d'erreur. Donc on va pouvoir éliminer les théories qui ne sont pas compatibles avec le fait qu'elles sont les mêmes dans ces barres d'erreur, mais il y aura quand même des théories qui vont rester, qui sont encore compatibles. Donc la réponse, ça dépend vraiment de comment est l'univers. D'autres questions? Ah, là, à peu près vers le milieu de la salle, il y a deux mains qui se lèvent. Je ne vois pas très bien, je dois dire, avec les spots.
Juste un peu plus vers le milieu, là. Relevez les mains, que la personne qui donne les micros vous voit. Alors, on vous écoute. Vous parliez de distorsion de l'espace et de distorsion du temps en disant qu'ils devaient être les mêmes, ces grandeurs devaient être les mêmes. Enfin, l'espace, ce n'est pas une grandeur, mais enfin, on va approximer. Mais comment fait-on pour comparer des grandeurs qui ne sont pas de même nature en disant qu'elles sont identiques? C'est ça que je ne saisis pas. Alors, en fait, mathématiquement, cette distorsion de l'espace et cette distorsion du temps, elles sont liées à ce qu'on appelle des puits gravitationnels. Et donc, on a deux quantités qui sont en fait les mêmes mathématiquement, donc qui ont les mêmes dimensions, qui ont en fait 100 dimensions. Si vous voulez, alors, mathématiquement, on a une métrique en fait, qui décrit la géométrie de notre univers. Et dans cette métrique, on a deux quantités, deux fonctions, l'une qui représente la distorsion du temps, l'autre qui représente la distorsion de l'espace. Et elles sont 100 dimensions, donc ce n'est pas une longueur et un temps, c'est vraiment deux fonctions, et c'est ça qu'on compare. Donc j'ai un petit peu simplifié quand je parle temps, espace, mais mathématiquement, bien sûr, on doit comparer des grandeurs qui ont les mêmes dimensions, sinon on ne peut pas le faire. Il y avait juste derrière ou juste à côté quelqu'un aussi qui avait une question, je crois, derrière la dame qui vient de poser une question, me semble-t-il. Oui, il me manque une chose de mon ignorance, mais quelque chose de fondamental que je ne comprends pas. J'ai toujours appris que l'énergie sombre est nécessaire parce que pour avoir une accélération, il faut des forces, il faut une énergie qui permet l'accélération. Et là, c'est clair. Maintenant, si je passe dans l'autre camp, dans votre camp, je vois les équations d'Einstein être changées, mais l'énergie, il la faut encore. D'où vient l'énergie dans ce deuxième cas? Vous dites l'espace se déforme, le temps se déforme, pas d'une façon non cohérente, mais l'énergie doit être là. Et là, vous ne l'avez pas dit d'où ça vient. Ça doit être encore le même. Alors, cette déformation, il me manque quelque chose là. Donc en fait, je comprends tout à fait votre question. Donc en fait, dans ce cas-là, ce n'est pas l'énergie qui est responsable de l'accélération, c'est en fait la gravitation qui est différente. Donc si vous voulez, dans la théorie d'Einstein, on prend les équations d'Einstein et on les applique à notre univers et on voit l'expansion ralentie au cours du temps. Si on change les équations, si elles ne sont plus les mêmes, en fait, on peut les changer de manière à, en n'ayant que de la matière et des photons, de la lumière, avoir des équations qui mènent à une expansion accélérée. Donc, on ne rajoute pas une nouvelle forme d'énergie, on change la gravitation. Pour changer la gravitation, on doit quand même rajouter un nouvel élément. En général, on rajoute un nouveau médiateur de la gravitation. Et c'est en fait ce nouveau médiateur qui a ce rôle de faire s'accélérer l'expansion de l'univers. Quand on dit un médiateur, c'est-à-dire c'est un élément mathématique ou qu'est-ce que c'est un médiateur? C'est en fait un champ, donc c'est quelque chose qui est là dans l'univers et puis qui propage, si vous voulez, une force. Et donc là, des théories, par exemple, on rajoute un nouveau champ qu'on appelle un champ scalaire, donc c'est un nouvel élément dans l'univers, c'est un petit peu difficile à se représenter ce que c'est, mais ce champ, il interagit en fait avec les différentes particules, et en interagissant avec les différentes particules, il propage une force, qui est la force de la gravitation. Donc il change en fait la force d'interaction entre différentes particules. Ça me fait penser, je reviens dans la salle, mais ça me fait penser à une question que j'avais quand vous avez expliqué que depuis le Big Bang, il y avait une décélération, puis vers 8 milliards d'années, soudainement, hop, il y a cette accélération qui continue et qui va de plus en plus vite. Est-ce qu'on a une idée de ce qui s'est passé il y a 8 milliards d'années pour que soudainement, ça s'accélère? Alors, dans le cas de l'énergie, dans le cas de la constante cosmologique, le modèle le plus simple de l'énergie sombre, en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Cette constante cosmologique, elle est constante. Donc, quand l'univers s'agrandit, elle reste constante. Par contre, la matière, on a vu qu'elle se diluait avec l'expansion de l'univers. Et en fait, les photons se diluent aussi avec l'expansion de l'univers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit, ce n'est pas hyper naturel, on choisit cette constante avec une valeur très, très, très précise, de manière qu'au début, elle est sous-dominante, et on est dominé par la matière, donc tout se passe comme prévu, l'expansion ralentit. Et puis ensuite, à un moment, 8 milliards d'années après le début de l'univers, c'est la constante cosmologique qui se met à dominer, parce qu'elle est restée constante alors que tout le reste
a décru au cours du temps. Donc forcément, il y a un moment où la constante cosmologique va dominer. Et si on choisit bien la valeur de la constante, alors 8 milliards d'années après le début de l'univers, l'expansion de l'univers s'accélère. Mais là, vous comprenez quand même vous comprenez pourquoi on n'est pas hyper satisfait, parce que bon, il faut choisir cette constante extrêmement précisément. En fait, elle doit être hyper petite, donc elle doit être vraiment sous-dominante au début de l'univers et avoir une valeur bien précise pour reproduire les observations. Et donc les autres modèles d'énergie sombre, c'est des modèles qui essayent de résoudre ce problème de coïncidence. Pourquoi est-ce que c'est exactement à ce moment-là que l'énergie sombre se met à dominer? Là, ça devient un petit peu mathématique, mais disons, il y a des manières de rendre les choses un peu plus naturelles. C'est pour ça que les gens cherchent des modèles au-delà de la constante cosmologique d'Einstein. D'autres questions dans la salle? Monsieur, un peu devant, là. Il faudrait que je regarde aussi s'il y a au fond de la salle, parce que ah voilà. Il y aura aussi... Alors après, on ira vers le fond de la salle. Merci. J'ai juste une question sur l'énergie noire. Si j'ai bien compris, au fur et à mesure que l'univers s'agrandit, elle ne se dilue pas. Donc ça veut dire que l'énergie totale de l'énergie noire s'accroît, ce qui est quand même légèrement difficile vis-à-vis des lois thermodynamiques. Il y a une première loi qui dit que c'est interdit par le règlement. Donc, il me semble... Bon, il faut quand même rester dans le règlement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Camille Bonvin. Alors bon, tout d'abord, une remarque quand même, c'est que dans un univers qui est en expansion, l'énergie, elle n'est pas conservée. Donc par exemple, les photons, l'énergie de la lumière, elle n'est pas conservée au cours du temps. Si on regarde l'énergie de la lumière, l'énergie, elle est liée à cette longueur d'onde. Le fait que la longueur d'onde, elle s'accroît, veut dire que l'énergie décroît au cours du temps. Donc les règles dans un univers qui est en expansion, il faut faire un petit peu attention. Ce qui est conservé, en fait, c'est l'énergie plus la gravitation, en gros. Et ça reste valable si on a la constante cosmologique. En gros, les équations d'Einstein nous disent on a la conservation du tenseur énergie-impulsion qui contient la matière, la radiation et l'énergie sombre, et ça reste conservé. Donc ça ne viole pas, en fait, cette loi-là. Après, c'est bizarre, alors ça, c'est clair que c'est bizarre d'avoir de l'énergie qui croît quand le volume croît, mais en fait, on a un type d'énergie qui se comporte comme ça, qui est l'énergie du vide. En fait, on sait que le vide a une certaine énergie, et l'énergie du vide, c'est quelque chose qui croît avec l'expansion de l'univers. Donc, une question, c'est est-ce que l'énergie du vide pourrait être la constante cosmologique? Le problème, c'est que si on calcule l'énergie du vide, elle est 10 puissance 120 fois plus grande que la valeur dont on a besoin pour la constante cosmologique. Donc là aussi, il y a un peu des ajustements à faire. Donc le vide n'est pas vraiment vide? Le vide n'est pas vraiment vide, non. Non. Ça aussi, c'est compliqué à comprendre. C'est aussi compliqué à comprendre. Alors, il y avait le rond du fond, la première ligne, il y avait des personnes qui lèvent la main depuis un moment, et aussi tout au fond. Allez, donnez au monsieur tout au fond, là, avec le pull noir qui a la main levée. Oui, c'est en général les mauvais élèves qui sont au fond. On n'espère pas. Donc, vous parliez d'expansion, et quand on pense à expansion, forcément, on pense à centre de l'univers. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer le centre de l'univers, ou en particulier la non-existence du centre de l'univers? Alors, en fait, dans l'expansion, on n'a pas besoin de centre de l'univers. Si le fait que les galaxies s'éloignent de nous n'était pas dû à l'expansion, si c'était vraiment des galaxies qui s'éloignaient physiquement de nous, alors ça voudrait dire que quelque part on est dans un point particulier de l'univers, tel que toutes les galaxies autour de nous s'éloignent précisément de ce point-là. Avec l'expansion, ce n'est pas ça qui se passe. En fait, il y a création d'espace dans l'univers partout. Donc je peux prendre n'importe quel point dans l'univers, on regarde autour de ce point-là, cet observateur-là va voir la même chose que nous on voit, c'est-à-dire va voir des galaxies qui s'éloignent de lui. Donc il y a création partout dans l'univers d'espace, et ça fait qu'autour de chaque point, les galaxies s'éloignent. Donc il n'y a pas besoin d'un centre, on n'est pas au centre de l'univers. Et non. Alors pour une prochaine question, on avait en diagonale là, du monsieur qui vient de poser la question, hop, il y a des mains qui se lèvent. Peut-être leur donner, c'est qu'il y en a beaucoup des mains qui se lèvent. Là, vous voyez, là, voilà. Puis après, on ira vers Merci. monsieur qui est un peu plus devant, puis après on retournera au fond, d'accord?
On fait comme ça. Alors allez-y, la personne qui a le micro. Oui, monsieur. Merci. Je trouve rassurant que cette modification de la vélocité d'expansion de l'univers s'est produite il y a 8 milliards d'années. Alors ça veut dire que ce n'est pas nous, clairement. Mais ma question c'est qui? Parce que est-ce que vous avez une hypothèse sur la source de cette création de l'énergie sombre que vous avez parlé? On est dans un scénario de création d'énergie sombre en continu. Et ça vient d'où? Est-ce qu'il y a une hypothèse, une idée? Merci. Alors, ça dépend un petit peu des modèles. Si c'est la constante, en fait, cette énergie, elle a toujours été là, mais elle était sous-dominante au début. Donc, en fait, elle était là, mais elle n'avait pas d'impact sur le taux d'expansion de l'univers. Et puis, 8 milliards d'années après le début du Big Bang, elle se met à dominer parce qu'elle est restée constante. Donc, elle est restée là en sous-bois pendant un long moment. Puis après, comme le reste diminue, elle devient importante et elle fait s'accélérer l'expansion. Dans les autres modèles, en fait, ça dépend de l'évolution. Souvent, on rajoute un champ scalaire, par exemple, dans l'univers, qui évolue d'une certaine manière. Et l'évolution, elle est liée, en fait, aux ingrédients qu'on met dans la théorie. Et donc, il faut, en fait, choisir une théorie telle que l'expansion, elle se met à s'accélérer 8 milliards d'années après le début de l'univers. Mais vous avez raison quand vous dites que c'est quelque chose de bizarre. On ne sait pas pourquoi c'est 8 milliards d'années après le début de l'univers, et ce n'est pas très facile, en fait, de trouver une théorie qui fasse ça de manière naturelle. Donc certains ont trouvé, en fait, des théories qui se comportent un petit peu comme les choses qui sont dominantes. Donc au début, cette énergie sombre, elle se comporte comme de la radiation, comme des photons, parce que tout au début de l'univers, c'est en fait la radiation qui domine. Et puis après, quand la matière se met à dominer, cette énergie sombre, c'est un petit peu comme un caméléon, elle se comporte comme la matière. Et puis après, à un certain moment, tout à coup, elle se dit « Ah, ben là, je vais me comporter un petit peu différemment ». Et puis elle se met à faire s'accélérer l'expansion de l'univers. Mais c'est très difficile, c'est en fait un problème théorique qui est très compliqué, de trouver une théorie qui explique cette accélération à un certain moment de manière naturelle. C'est quelque chose qui est pas facile, et je crois que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de théorie qui est complètement naturelle. C'est pour ça que je disais, j'ai pas de théorie favorite, parce qu'il n'y en a pas une où je me dis « Ah mais oui, mais c'est vrai, là, ça fait vraiment du sens, je comprends pourquoi ça se passe à ce moment-là, de cette manière-là ». Donc on cherche, peut-être qu'on va trouver, j'espère qu'on va trouver. Ce que j'espère vraiment pas, c'est qu'on reste coincé avec cette constante cosmologique et qu'on abandonne. On se dit, bon, elle a la valeur qu'elle a parce qu'elle a la valeur qu'elle a. Donc ça satisfait pas vraiment un physicien. Et on va trouver encore de votre vivant. Ah ben j'espère. On va donner la parole au jeune homme qui était là devant avec des lunettes. Juste ici, je ne sais pas si vous le voyez. Puis après, on retourne derrière, c'est promis. Bonsoir. Alors j'aurais une petite question sur votre méthode expérimentale pour déterminer la distorsion temporelle. Vous avez mentionné prendre une galaxie éloignée de nous dans le puits et une galaxie un peu plus proche. Comment prévoyez-vous de prendre en compte la distorsion déjà due à l'expansion de l'univers et le redshift qui est associé? J'ai peut-être loupé ça, mais j'ai cru... Oui, donc ça c'est un point très important de la méthode, c'est que en fait, ces galaxies, elles sont dans ce puits gravitationnel, mais le puits, il est situé à un certain endroit dans l'univers. Et en fait, par rapport, disons, à la taille de l'univers, le fait que ce soit un petit peu devant, un petit peu derrière, ça a quasiment pas d'influence sur le rougissement dû à l'expansion. Vous avez raison dans le sens que une est un tout petit peu plus proche, donc il y a un tout petit peu moins d'expansion. L'autre est un tout petit peu plus loin, donc il y a un tout petit peu plus d'expansion. Donc il y a un petit effet résiduel qui reste, en fait, quand on fait ces différences, mais en fait, il est minuscule. On a fait le calcul et on a montré qu'on arrivait à se débarrasser suffisamment de cet effet, même si elles ne sont pas exactement au même endroit, pour que la méthode marche. Pas parfaitement, mais suffisamment pour que ça marche. Donc ce qui reste, si vous voulez, c'est beaucoup plus petit que la distorsion du temps qu'on veut mesurer. Alors une autre question dans le bloc là-bas, tout au fond. Il y avait des gens qui voulaient lever la main tout à l'heure, il me semble-t-il. Ah non, monsieur devant, là, pardon. Hop. Après, je regardais si de ce côté, il y a des gens. Ah oui, parce que je suis plus éblouie. Après, on viendra par là, d'accord? Et là. Alors oui. D'abord là-bas au fond. Oui, bonsoir. Et merci pour cette conférence vraiment passionnante.
J'avais une question par rapport au redshift qui a été posée, et j'en ai une autre par rapport aux zones gravitationnelles et à la détection qui a été faite par les détecteurs LIGO et Virgo. Donc le redshift, c'est le rougissement, hein, justement, de la lumière. Oui. Le mode de détection en fait, de ces détecteurs, c'est un delta de vitesse en fait, sur 2 axes. Et ça correspond en fait, concrètement à la fois à une contraction du temps et une contraction de l'espace. Est-ce que dans ce cas-là, ce que vous pourriez mettre en évidence en disant que les deux distorsions ne sont pas liées remettrait en cause le mode de détection en fait, de ces détecteurs? Non, alors la détection des ondes gravitationnelles, donc les ondes gravitationnelles, c'est quelque chose de complètement différent. Hein. C'est des ondes qui se propagent dans l'espace et le temps et qui déforment en fait l'espace. Donc ces détecteurs, ce qu'ils font, c'est que ces interféromètres, ils ont en fait 2 bras qui sont perpendiculaires. Et puis quand l'onde gravitationnelle, elle passe, en fait, elle va déformer un bras, elle va faire s'agrandir un bras et se faire rapetisser un autre bras. Et en fait, on mesure la différence de longueur de chacun des bras. Donc c'est en fait un peu découplé de ce que je fais. C'est une autre chose qu'on peut faire, c'est une autre prédiction, si vous voulez. C'est une distorsion de l'espace et du temps qui est en train de se propager. Alors que les distorsions qui, moi, m'intéressent, c'est des distorsions qui sont localisées. Ce n'est pas des distorsions qui se propagent au cours du temps. Ce n'est pas une vague qui se propage dans l'univers. C'est en fait une distorsion et de l'espace qui sont liées au fait qu'à un certain endroit, on a des galaxies. On va prendre les questions de ce côté-ci. Monsieur au milieu, là, qui tient un petit paquet vert devant lui, ou bleu, voilà. Un petit cadeau. Le micro arrive vers vous, monsieur, depuis la droite. Merci beaucoup. Une question d'ordre beaucoup plus général. Que pensez-vous et que faut-il penser de ces nouvelles notions telles que multivers en parallèle avec l'univers, et est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec la distorsion de l'espace-temps? Alors, les multivers, en fait, donc c'est cette théorie où on n'a pas un seul univers, mais en fait on a d'autres univers. Donc c'est quelque chose qui est assez fascinant en soi, de se dire on n'a pas un seul univers, mais on a plusieurs copies de l'univers. C'est en fait des modèles qui découlent de ce qu'on appelle l'inflation, hein, qui est une période d'expansion accélérée au tout début de l'univers, pas du tout lié à l'expansion accélérée qu'on a aujourd'hui, mais en fait avant le Big Bang. Et certains de ces modèles, assez automatiquement, créent des multivers. Le problème, espèces de bulles, on peut, des espèces de bulles, ouais, d'univers séparés. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile de tester ce genre de théorie parce que, par construction, l'autre univers, il est déconnecté d'une autre. Donc les gens ont quand même cherché un petit peu des manières de tester ça en se disant s'il y a différents univers et puis qu'ils se mettent à se collisionner, peut-être qu'on pourrait voir en fait la trace de cette collision. Ils ont cherché ça dans le fond cosmique micro-ondes, dans ces photons qui viennent du début de l'univers. Ils n'ont rien trouvé. Donc il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites dans cette direction. Ils n'ont rien trouvé. Le problème, c'est que le fait qu'ils n'ont rien trouvé, on ne peut rien en conclure parce qu'en fait, on ne va jamais pouvoir prouver qu'il n'y a pas d'autres univers. Donc là, ça devient c'est un petit peu à la limite entre la science et puis peut-être un peu la philosophie, parce que finalement, si on a une théorie qu'on n'est pas capable de prouver ou de disprouver, on ne peut pas faire grand-chose en fait en physique. Donc il faut faire un petit peu attention quand on parle de multivers, parce qu'il y a tout un tas de choses fascinantes qu'on peut faire, mais si on n'arrive pas à vraiment les tester, je pense que ça vaut la peine de travailler. Il y a des gens qui travaillent dans cette direction, ça vaut certainement la peine de réfléchir dans cette direction, mais toujours en se disant, bon, on est quand même des scientifiques, donc on veut tester en fait nos hypothèses. Autant regarder ce qu'il y a déjà autour de nous, en fait, c'est déjà suffisamment compliqué à comprendre. Donc il y avait des gens qui posaient des questions, je crois, sur le devant. Alors, monsieur, ici devant, s'il vous plaît. Merci pour votre présentation. Il y a un article récent qui a montré que la croissance des trous noirs supermassifs pourrait être un des moteurs de l'expansion. Est-ce que c'est une nouvelle classe de théorie? Comment on pourrait le tester? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, donc, en fait, ce que cette observation a montré, donc ils ont mesuré en fait, la masse des trous noirs au centre des galaxies, et puis ils se sont rendus compte que cette masse, elle croît en fait, au cours du temps, proportionnellement
au volume, si vous voulez. Elle croît comme le volume. Et donc, ces gens se sont dit, ah ben tiens, ça se comporte comme l'énergie sombre, parce que l'énergie sombre, comme je vous l'ai dit, quand le volume croît, l'énergie sombre croît. Donc ils se sont posé la question, est-ce que ces trous noirs pourraient en fait être l'énergie sombre? Donc je pense que c'est une piste qui est intéressante, mais il y a quand même encore tout un tas de choses qu'il faut faire avant de dire, ah ben oui, ben ça c'est la solution. D'abord, du côté observationnel, parce qu'en fait, il y a quand même quelques problèmes observationnels, dans le sens que il y a d'autres observations qui ont regardé la même chose avec plus de galaxies sur une plus grande partie de l'histoire de l'univers et qui ont trouvé quelque chose qui est complètement différent. Ils ont trouvé que la masse des trous noirs reste constante au cours du temps. Dans cette étude, ils ont pris une partie des galaxies, ils ont choisi un type de galaxie. Ils les ont choisis en se disant, ça c'est des galaxies qui accrètent plus beaucoup de matière, donc ça devrait être une manière de mesurer le taux d'expansion, le taux d'accroissement des trous noirs plus précisément. Et en prenant cette sous-classe de galaxies, ils ont vu cette chose très étrange. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est comment on concilie ces deux observations qui ont l'air en contradiction l'une et l'autre. S'il s'avère que l'observation, en fait, elle est correcte, alors, effectivement, on peut se dire, est-ce que ça pourrait jouer le rôle de l'énergie sombre? Mais juste dire que ça croît comme le volume, ce n'est pas suffisant pour avoir une théorie de l'énergie sombre. Il faudrait vraiment montrer que c'est possible d'avoir une expansion accélérée avec ces trous noirs. Donc, je pense que c'est une piste très intéressante, mais il y a encore beaucoup à faire pour se dire, c'est vraiment une théorie de l'énergie sombre. Il y a encore beaucoup de travail à faire, en fait. Alors, c'est bientôt 8 heures. Est-ce que encore un peu d'énergie pour sombre ou pas? Pour d'autres questions? On continue? Oui, si vous voulez. Allez. D'autres questions dans la salle? Ah, voilà, de ce côté-là, pardon. C'est vrai que je suis plus éblouie par ces lumières, je vois moins ce côté de la salle, je suis désolée. Pas de souci. Bonjour, j'avais juste une question technique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi 50 mégaparsecs pour étudier du coup les galaxies? Alors c'était juste un exemple. En fait, on ne regarde pas juste un type de puits gravitationnel avec une distance. En fait, on refait cette mesure à tout un tas de distances possibles. Pas trop petit, parce qu'en fait, trop petit, ça ne nous intéresse pas. C'est là où on sait en fait que la gravitation, elle se comporte comme la relativité générale. Donc le plus grand possible, et donc on fait de plus en plus grand. Puis bon, à un moment, on est limité par la taille de nos observations, parce qu'on ne peut pas avoir des puits gravitationnels qui sont énormes, et aussi par le fait que si on regarde des puits qui sont trop grands, le signal, en fait, il devient de plus en plus petit, parce que plus on regarde des puits avec une grande extension, moins ils sont profonds, et donc plus le rougissement il est petit. Et donc en gros, là où on peut mesurer le signal, c'est, je dirais, entre 30 mégaparsecs et une centaine de mégaparsecs. Une autre question, juste en dessous de vous. Alors de l'autre côté, où ça de l'autre côté? Oui, après on ira de l'autre côté, promis. Alors, et après on reviendra là en haut, d'accord. Donc, vous avez dit que pour remonter le temps, il faut utiliser un télescope. Et j'ai compris l'idée. Mais je me demandais, est-ce que c'est possible avec un télescope de regarder assez loin pour voir le Big Bang, ou même voir genre avant le Big Bang? Ah, avant le Big Bang, avant le Big Bang. Alors, il y a un problème, en fait, si on veut remonter jusqu'au Big Bang, c'est qu'au début de l'univers, durant les premiers 300 000 ans, l'univers, il est opaque. Parce qu'en fait, on a des particules dans l'univers qui sont chargées, qui ont une charge électromagnétique, qui interagissent entre elles, qui se créent, qui forment des noyaux, qui se recassent. Et puis la lumière, elle interagit en fait avec ces particules qui ont une charge. Et donc la lumière, en fait, elle ne peut pas voyager jusqu'à nous. Elle est vraiment coincée. Elle voyage un petit bout, elle fait une collision avec une particule, elle voyage dans l'autre sens. Donc en fait, on n'arrive pas à voir la lumière avant ça, elle est coincée. Et puis ensuite, 300 000 ans après le début du Big Bang, là, l'univers il devient transparent parce qu'en fait, les électrons et les protons se combinent pour former des atomes d'hydrogène. Et là, la lumière, elle n'interagit plus avec ces atomes d'hydrogène et donc elle peut se propager jusqu'à nous. Donc si on utilise la lumière, en fait, on n'arrive pas à voir au-delà de cette limite. Après, si on a par exemple des ondes gravitationnelles primordiales, là, on peut aller voir un peu au-delà de cette limite. Mais ces ondes gravitationnelles, si elles existent, elles sont très ténues, donc c'est difficile de les détecter. Donc on a quand même des limites en fait, qui sont imposées par
Il faudrait de nouveau imaginer une expérience qui soit valable pour voir dans cette partie opaque de l'univers. Alors il faut détecter autre chose que de la lumière, en fait. Ça, ouais. Quelque chose qui n'interagit pas avec ces particules chargées, donc qui peut se propager jusqu'à nous. Et les ondes gravitationnelles, c'est quelque chose qui peut faire ça. Et donc, là, ça dépend des modèles en fait, d'inflation qui se passent juste après le Big Bang. Certains créent des ondes gravitationnelles importantes, d'autres créent des ondes gravitationnelles moins importantes. Mais si on a la chance de vivre dans un univers où on a des ondes gravitationnelles suffisamment importantes, alors là, elles peuvent s'échapper de cette partie opaque parce qu'elles n'interagissent pas, les ondes gravitationnelles, avec les particules chargées. Donc ça peut nous ouvrir une autre fenêtre pour tester le début de l'univers. C'est fascinant, ça. Alors de ce côté-là, et puis après on revient là, hein, c'était ça le plan. Merci. Pour revenir à votre théorie sur l'expansion et la contraction, vous avez dit au tout début que l'univers était en contraction, puis en ce moment il est en expansion. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un modèle oscillatoire où il y a contraction, puis expansion, la phase actuelle, puis de nouveau une contraction, et ainsi de suite? Et pour expliquer l'énergie sombre, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de pendant comme il y a en mécanique classique entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle? Et en dernier complément, après votre passage au CERN, est-ce qu'il y a une analogie entre l'infiniment petit du CERN et l'infiniment grand? Merci. Merci. Alors, donc, tout d'abord, ce que j'ai dit, je n'ai pas dit qu'au début, l'univers était en contraction. Donc, l'univers, il est en expansion depuis le Big Bang, mais la vitesse d'expansion, au début, elle décroît, et puis ensuite, elle croît. Donc ça, c'est ce qu'on pense être le modèle qui marche, et on a en fait tout un tas d'observations. Donc on a bien sûr les observations qui nous disent que l'univers il est en expansion accélérée à partir de 8 milliards d'années, mais on a en fait aussi tout un tas d'observations avant ces 8 milliards d'années qui sont en accord avec un univers qui est en train avec une expansion qui est en train de décroître au cours du temps, comme par exemple la formation des éléments, la formation des noyaux. Donc ça colle très bien avec ça. Ça ne collerait pas avec un univers qui est en train de se contracter. Après, ceci dit, il y a des modèles qui se passent avant le Big Bang, qui se disent avant le cycle dans lequel on est, peut-être qu'il y a eu une contraction, une expansion. Donc ça, c'est des modèles qui sont aussi étudiés, mais qui ne permettent pas de remplacer en fait l'énergie sombre. Et puis pour votre dernière question, qui était le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, alors oui, bien sûr, il y en a. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des cosmologistes aussi au CERN. Surtout, peut-être moins pour l'énergie sombre, mais plus pour la matière noire. C'est aussi un des mystères qu'on a en cosmologie. On a de la matière qu'on n'a jamais réussi à observer. Et là, le CERN et la cosmologie se rejoignent parce que la cosmologie a besoin de la matière noire, enfin pense qu'il y a de la matière noire dans les galaxies et teste la matière noire en regardant les galaxies, alors qu'au CERN, on essaye de détecter des particules de matière noire. Donc là, ça fait le lien. Alors, il y avait d'abord une question dans ce bloc-ci. Je crois, ouais, c'est vraiment, vous êtes sous les spotlights, c'est horrible, je ne vois quasiment pas. Il y a un monsieur qui a des longs cheveux un peu là. Voilà, oui. Alors c'est moi, merci. Alors, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est vous parliez de distorsion de temps et distorsion de l'espace, mais dans l'espace, en fait, il y a 3 directions. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des distorsions différentes en fonction de la direction? Et de même pour les distorsions du temps, est-ce qu'on pourrait imaginer des distorsions du temps différentes en fonction de la direction de l'espace? Alors, on peut tout à fait. Disons, nos observations, ce qu'elles nous montrent quand même, c'est que l'univers, il est ce qu'on appelle isotropique. Donc ça veut dire que ses propriétés sont les mêmes dans toutes les directions. Et on prend ça, en fait, dans les tests que je fais, on prend ça comme hypothèse de base, que les propriétés sont les mêmes dans toutes les directions. Et du coup, les distorsions, elles vont aussi être les mêmes dans toutes les directions. Et ça colle bien avec nos observations. Mais c'est aussi peut-être possible qu'il y a des différences de distorsion dans les différentes directions qui sont toutes petites. Mais si elles existent, elles doivent être petites. Les différences doivent être petites pour que ça colle avec nos observations. Donc la plupart des tests qu'on fait, on fait en imaginant, en supposant qu'en fait notre univers, en moyenne, il est isotrope. Il se comporte de la même manière dans toutes les directions. Je crois qu'on va s'arrêter là. On a fait des grands signes parce qu'on a déjà passé 8 heures. Et surtout, je crois qu'il y a Léo et Benjamin qui veulent retrouver leur maman. Ça suffit maintenant. Elle a assez parlé, maman. Hein, on est d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Camille. C'était fascinant. Merci.
une chercheuse d'exception, une pédagogue hors pair. Vous serez d'accord avec ces deux qualificatifs que j'associe à Camille. J'ai commencé avec un... Bravo. J'ai commencé par une petite confidence à propos des rêves de Camille. Je terminerai par une autre confidence. Apolline était venue ce soir dans cet auditoire en pensant qu'elle allait faire de l'architecture. Elle va repartir en étant convaincue que c'est là bien l'astrophysique qu'elle va choisir dans quelques temps. Merci infiniment de votre présence. Peut-être encore quelques informations sur les événements à venir. La semaine prochaine, à partir du 10 mars, l'Université de Genève participe au Festival international du film des droits humains, avec toute une série d'experts et d'expertes qui vont participer à des événements dans le cadre de ces festivals. Du 28 mars au 2 avril, nous avons le privilège d'accueillir une nouvelle édition du festival Histoire et Cité. Venez participer à ces événements. Et puis peut-être le 9 mai, un événement d'une grande envergure. Nous prévoyons effectivement d'inviter ici à l'Université de Genève, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous prévoyons d'inviter à l'Université de Genève Thomas Pesquet avec Hugo Duménil-Copin et Michel Mayor. C'est encore à confirmer, je prends quelques risques, mais soyez avec nous à cette occasion. Merci infiniment, bonne soirée à toutes et à tous et à tout bientôt.